Bien, nous avons déjà vieilli de 7 heures supplémentaires. Alors, on a décidé pour la fin de vous confier à des psychologues, parce que c'est quand même important de prendre soin de vous. Alors, on va tout d'abord avoir M. Matthias Kliegel, qui est directeur du Centre interfacultaire de gérontologie et d'études des vulnérabilités à Genève. C'est le premier lieu où j'ai travaillé il y a très très longtemps comme assistant de recherche il y a très très longtemps. Matthias est aussi professeur et spécialiste du vieillissement et je l'invite ici de nous présenter un peu ces enjeux sous l'angle du paradigme humaniste justement, comment réfléchir à la dignité de ces personnes dans le cadre des évolutions actuelles. Merci. Merci Dominique. Donc, bienvenue à la fin de cette journée et bienvenue au vieillissement. Donc, bien vieillir, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est dans une situation d'un plaidoyer pour un nouveau paradigme humaniste? Et donc, pour répondre à cette question, qu'est-ce que c'est bien vieillir? Il faut tout d'abord répondre à la question qu'est-ce que c'est vieillir, le vieillissement. Et comme on est en Suisse, on va faire quelques votes. Donc, qui se sent une personne âgée? OK. Quelques-uns. Qui a plus que 50 ans? Un peu plus, hein? Qui a plus que 60 ans? Voilà, mais c'est considérablement plus que les personnes qui se sont âgées. Hein? Ça dit quelque chose sur votre concept implicite de vieillissement et ça va très bien avec le mien. Donc, le paradigme traditionnel de vieillissement est le suivant. C'est une opposition au développement, où on pense au développement comme la croissance des gains, des choses positives, et on pense au vieillissement plutôt comme quelque chose associé avec un déclin, une perte des choses. Ces jours-là, on parle beaucoup de silver tsunami, et tsunami certainement n'est pas quelque chose de très positif. Donc, on parle de vieillissement de quelque chose à l'opposite du développement, l'inverse de temps en temps du développement. Et dans le paradigme qu'on utilise au CIF et dans les équipes de recherche que je dirige, on essaie de travailler avec un paradigme alternatif un peu plus humaniste, qui est responsable pour un changement de perspective. Et je vais vous présenter 3 points importants dans ce paradigme qu'on utilise et je vais vous donner quelques exemples comment ça change aussi nos activités de recherche. Donc, premièrement, nous pensons que vieillir est la même chose en fait que se développer. Il n'y a pas d'opposition entre les deux concepts. Donc, le développement est un processus qui dure toute la vie et aucun niveau d'âge a une position supérieure contre le sujet du développement. Donc, si je veux bien comprendre qu'est-ce que c'est le vieillissement, comment ça marche, comment ça déroule, comment on se développe, dans une certaine tranche d'âge, il faut regarder, il faut étudier tous les processus autour de la vie. Donc, on dit que c'est une approche life course, lifespan, qu'on suit aussi dans nos activités associées au centre LIFES, qui a été présenté plusieurs fois aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Donc, si on regarde cette image d'une lifespan, moi, on voit il y a certainement une croissance, il y a une certaine perspective de déclin, mais il faut regarder ces aspects ensemble et si on veut comprendre qu'est-ce qui se passe au vieillissement, il faut aussi regarder les possibilités. Donc, il y a cette optique-là, mais aussi, qui peut faire ça? Moi, je ne peux pas. Il faut regarder toutes les possibilités dans une certaine tranche d'âge. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire dans nos recherches si on veut comprendre pourquoi il y a des personnes âgées avec un certain déclin fonctionnel
et pourquoi il y a certaines d'autres personnes âgées qui sont très actives. Il faut comprendre qu'est-ce qui se passe autour de la vie. Donc concrètement, il faut regarder, et ça, ce qu'on a fait, il faut regarder toutes les phases avant pour essayer de trouver des raisons pourquoi une personne à un certain âge avancé a des perspectives plutôt limitées ou plutôt très, très plastiques. Et par exemple, ce sont des activités de recherche qui sont associées au Centre Life. Ça, c'est une de mes postdoctorants, Andreas Hille, qui fait une recherche sur ces potentiels autour de la vie. Et là, on trouve que la performance cognitive, par exemple, chez les personnes âgées, est très, très influencée par toutes les activités autour de la vie et associée avec les activités relativement tôt dans la biographie. Donc, c'est vraiment pour expliquer ces activités, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe autour de ces périodes ou même beaucoup plus tôt. Donc, tous ces ensembles, ces processus expliquent qu'est-ce qui se passe au vieillissement. Donc, pour bien comprendre qu'est-ce que c'est bien vieillir, il nous faut une approche life course, lifespan. Voilà, deuxième aspect, c'est la multidirectionnalité. C'est un mot un peu complexe peut-être, mais est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le développement au cours du cycle de la vie n'existe pas seulement en une augmentation des capacités et de l'efficacité, mais plutôt en une combinaison des gains et des pertes. Ce n'est pas développement, gains et vieillissement des pertes, mais un mix des deux. Et la seule chose qui change, à notre avis, c'est la ratio des gains et des pertes. Donc, si on s'occupe du vieillissement, il faut focaliser sur tout ce qui se passe et pas seulement sur les points difficiles, les points négatifs, mais même pour comprendre qu'est-ce qui se passe par rapport aux perspectives pertes, il faut comprendre les gains, il faut regarder les deux ensemble. Donc c'est un changement de perspective sur les points positifs. Donc pour mieux comprendre les gains, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut observer chez les personnes âgées? Un exemple qu'on trouve dans beaucoup de recherches chez nous sur le vieillissement cognitif, par exemple, c'est quelque chose qu'on s'appelle le profil classique de vieillissement cognitif, où on fait une distinction entre les aspects cognition qui sont plutôt mécaniques, la vitesse de traitement, faire quelque chose très vite, faire des multitasking, faire des choses ensemble, et l'expérience et la culture, toutes les connaissances sémantiques, les connaissances qu'on a par rapport à la langage, donc des choses liées aux connaissances sur les faits. Et ça, c'est quelque chose qui se passe comme ça. Donc, il y a des aspects cognitifs qui montrent un déclin. Mais vous voyez où commence le déclin? Qui est dans une situation le plus haute, probablement pas beaucoup de personnes dans cette salle. Donc, si on parle des choses qui montrent un certain déclin, on observe, ce n'est pas l'âge de 60-50 où ça commence, mais c'est beaucoup plus tôt. Mais il y a aussi des aspects qui montrent une stabilité assez forte très longtemps. Donc même dans les aspects cognitifs, on trouve des aspects très positifs avec un potentiel pour des gains, pour un vieillissement très très positif. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut étudier, pourquoi c'est comme ça et quels sont les aspects on peut améliorer. Mais est-ce qu'il y a aussi des gains? Je vais vous montrer aussi seulement un exemple pour un domaine de recherche où nous avons trouvé des résultats assez remarquables sur des aspects très positifs, dans le sens, il y a des situations où les personnes âgées sont même mieux que les personnes jeunes dans certaines tâches.
Donc, un aspect qu'on a étudié beaucoup dans mon équipe, c'est la mémoire prospective. Qui a déjà oublié d'acheter quelque chose? Qui a jamais oublié un anniversaire d'un ami? Voilà, ce sont des exemples pour la mémoire prospective. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des activités qui sont impliquées dans le fait d'enlever la casserole du feu avant qu'elle ne déborde, rappeler de faire un appel téléphonique à un certain moment, se rappeler de prendre un médicament aux horaires réguliers, ou de manière générale, se rappeler de reprendre une activité après avoir été interrompu. C'est un de mes exemples professionnels. Le plus souvent, envoyer d'emails sans avoir attaché les documents. Vous savez, chaque fois, je reçois, oups, j'ai oublié. Voilà, c'est exactement ça. Ça, on fait chaque jour, plusieurs fois. Se rappeler de faire quelque chose. C'est très, très important pour l'autonomie, mais on a tous les problèmes. Des tâches typiques, envoyer des lettres, tester sa pression artérielle, prendre des médicaments. Et on a testé ça. Est-ce qu'il y a un effet de lâche là-dessus? On a trouvé un pattern assez intéressant lorsqu'on compare les jeunes avec les âgés dans les tâches un peu similaires au labo, où on demande aux personnes de se rappeler de taper A sur un PC 2 fois pendant une certaine période, lorsqu'on fait quelque chose dans une certaine activité attentionnelle, comme regarder la télé ou quelque chose de similaire. Et dans la vie quotidienne, on a demandé aux personnes de nous envoyer un SMS avec le même contenu 2 fois par jour pendant une semaine. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a des problèmes avec ça? Qui est mieux? Qui est pire? Les jeunes sont... Ils oubliaient plus souvent où? Au labo ou tout le temps ou... Voilà. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On trouve un effet assez paradoxal. Donc au labo, les jeunes sont mieux que les âgés, mais les mêmes personnes dans leur vie quotidienne montrent un pattern exactement à l'opposé. Donc là, ce sont les âgés qui sont mieux que les personnes jeunes. C'est assez remarquable. Et on cherche par exemple des raisons qui peuvent expliquer ce pattern. C'est un travail qui est mené par exemple par Nicolas Ballhausen, notre maître assistante dans notre équipe. Donc il y a des situations avec les points très forts, très positifs, et étudier plutôt ça que les pertes nous donne des indices aux changements possibles chez les personnes âgées. Voilà, troisième point, la plasticité. Le développement psychologique est caractérisé par une plasticité intra-individuelle élevée, donc on peut s'améliorer. Une trajectoire développementale d'une personne varie selon les conditions et expériences de vie. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Les activités intellectuelles peuvent expliquer comment on peut s'améliorer. Et le but principal dans cette optique-là est plutôt chercher les conditions, le potentiel et les limites de cette plasticité que chercher plutôt les points négatifs, problématiques, déficitaires. Encore seulement un exemple d'une de nos études. On a testé plus ou moins 600 individus entre 10 et 90 ans dans une situation d'apprentissage. Étudier la plasticité visuelle. Dans ce cas-là, ils ont dû mémoriser ce pattern où sont les carrés noirs. Je ne vais pas faire avec vous, pas de souci. Avec mes étudiants, je le fais, mais ils n'aiment pas trop. Mais si on fait ça plusieurs fois, on s'améliore. On montre ce pattern 5 fois aux personnes et c'est ce qu'on trouve. Ce sont les plus jeunes
jusqu'au 41. Moi, je suis tombé sur le deuxième groupe maintenant. Mi-âgés et plus âgés. Et vous voyez plusieurs choses dans ce graphique. Donc tout le monde s'améliore. Même les âgés peuvent améliorer. Donc c'est presque 4 fois la performance seulement après 5 fois apprendre une telle chose. Mais on voit aussi que les plus jeunes s'améliorent un peu mieux, plus fortement que les âgés, mais il n'y a pas de signe pour une réduction de plasticité chez les personnes plus âgées. C'est assez remarquable. La chose la plus frappante pour nous, c'est le pattern suivant. Ça, c'est l'apprentissage elle-même. Donc, la différence entre la première essai et la cinquième. Ici, on voit qu'il y a un certain déclin au moyen entre 20 et 90 ans. Ça, c'est cette ligne. Mais ces points-là sont tous les participants. Est-ce que vous voyez la variabilité? Donc, les personnes qui ont 80 ans entre eux sont beaucoup plus variables que les 20 au moyen qu'avec les 80 au moyen. Donc, il y a une variabilité énorme, et ça, c'est la chose la plus importante. C'est plus remarquable comment les âgés sont différents que les jeunes au moyen comparé avec les âgés au moyen. Donc, comprendre ces différences et ce potentiel qui reste, même chez les personnes âgées, ça, c'est le but principal pour nous actuellement. Et pas étudier plutôt ça. C'est plutôt ça, ou peut-être plutôt ça aussi, mais voilà. Ça, c'est notre histoire. Donc, étudier la plasticité autour de la vie, et ça, c'est quelque chose qu'on fait très activement. Par exemple, Alexandra Ehring, une autre maître assistante chez moi, pour étudier comment on peut changer les trajectoires de développement dans certaines tranches d'âge pour les gens tombent beaucoup plus tard au-dessous d'un certain seuil de fonctionnalité pour aider les personnes autour de leur vie de maintenir leur capacité le plus long possible. Mais même si on tombe au-dessous d'un certain seuil de fonctionnalité, il reste un certain potentiel, il reste une certaine possibilité d'activer les points forts des personnes, et ça, c'est quelque chose on attaque dans notre recherche avec des patients de démence, et ça, c'est un champ de recherche qui va être présenté par Catherine Bassal après ma présentation, qui est associé à une activité qui est liée à un réseau d'excellence en Suisse, HNT. C'est un réseau d'innovation nationale vieillir dans la société où nous sommes au SIGEF partenaire scientifique d'un réseau international sur des questions liées à la démence dans une optique des points positifs, dans une optique de plasticité, dans une optique du potentiel à trouver. Et ça, c'est un peu le concept, le paradigme qu'on utilise dans nos activités de recherche. Et la présentation suivante va vous donner un exemple concret d'une telle activité qui est menée par Catherine Bassal et Caritas Genève. Merci de votre attention.